important parce que nous, en fait, on voyage énormément et on ramène souvent beaucoup de souvenirs, des tissus, des petits instruments, mais surtout, ce qu'on ramène, ce sont des histoires du monde entier. Allez-y, rentrez. Bienvenue. Merci, il n'y a pas de problème. Le voyage commence. Et justement, pour ce spectacle d'histoire, de contes, on va parfois vous demander de nous aider un petit peu, notamment en faisant des petits sons. Par exemple, sûrement qu'à un moment donné, on va vous demander de nous aider à faire le vent. Vous savez faire le vent? Oui. Alors nous, on a une technique, on met les mains en triangle devant la bouche, comme ça, et on souffle à l'intérieur. On essaye ensemble? Et si c'est une grosse tempête, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on souffle plus fort à l'intérieur. Super bien, c'est risqué. Le vent nous ramène au corps du public, installez-vous. Très bien, alors moi j'aurais besoin un petit moment d'un petit soutien vocal avec un petit son, avec un I. Je vous montre. Vous êtes prêts? Ça va faire I. Vous allez entendre? Vous allez voir. On y va. 1, 2, 3. Alors moi, je vais vous demander quelque chose d'un petit peu compliqué, mais je suis sûre qu'on va y arriver, que vous allez y arriver. C'est de compter jusqu'à 4. Mais non, plus difficile que ça. Il faut compter tous ensemble, d'accord? On va essayer. 1, 2, 3, 4. Ça en a Ouais, plus. ça marche. Pas mal. Ma doudou m'a dit t'es pas doué. Oh dis donc tu t'es pas regardé. Oh bah oh bah oh bah bah oh oh bah oh bah oh bah bah oh. Ma doudou m'a dit t'es pas doué. Oh dis donc tu t'es pas regardé. Oh dis donc tu t'es pas regardé. Oh bah oh tu t'es pas regardé. Oh bah oh bah oh bah bah oh oh bah oh oh bah oh bah bah oh. La première histoire que l'on va vous raconter va nous transporter tous vers un continent lointain et chaud que l'on appelle l'Afrique. Et figurez-vous qu'en Afrique, on raconte il y a très longtemps, souvent les histoires se passent il y a vraiment très longtemps, et bien figurez-vous qu'à cette époque lointaine, les animaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, les chiens, les chats, les orang-outans, les chimpanzés, les éléphants, enfin, eh bien, tous les animaux de la Terre, figurez-vous qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas du tout, mais pas du tout intelligents. L'histoire raconte que les animaux étaient bêtes. Mais bêtes! Ils étaient tellement stupides, ces pauvres animaux, qu'ils se faisaient chasser beaucoup trop facilement. Et le dieu de la terre, un jour, en eut assez de voir ces pauvres animaux mourir de la sorte. Alors il décida de les aider, il chercha une solution, il trouva et il appela son messager et lui demanda de descendre sur la terre un sac plein d'intelligence. Le messager prend le sac, il descend donc en bas sur la terre et pose l'énorme sac plein d'intelligence au pied d'un grand baobab. Comme il est fatigué de son long voyage, lui va faire une petite sieste un petit peu plus loin. Quelque temps après, vient à passer un lièvre et un chacal. Et lorsqu'il voit le sac, il se dit « Oh, vois ce sac, frère lièvre, vois ce sac !» Alors les deux animaux accourent, ils essayent de soulever le sac. Mais il est vraiment beaucoup trop lourd. Heureusement pour ces deux animaux-là, vient à passer une toute petite, mignonne petite tortue. Et
lorsqu'elle voit les deux animaux en difficulté, elle ne peut s'empêcher de leur dire « Mais vous n'avez qu'à vous aider du tronc du baobab, vous vous appuyez, vous hissez le sac sur votre dos. » Alors le lièvre essaye, il s'appuie contre le tronc du baobab et il hisse le sac sur son dos. À ce moment-là, les trois animaux filent dans le terrier du lièvre et l'histoire raconte que c'est à ce moment-là qu'il l'ouvre et qu'il découvre qu'il est rempli à ras-bord d'intelligence. Alors, eh bien, le lièvre en prend une poignée. Le chacal en prend également une poignée. La petite tortue, elle, allait savoir pourquoi. Eh bien, il paraît qu'elle en a mangé deux de poignées. Et un renard qui était passé par là, eh bien, lui aussi en prend également une poignée. Voilà pourquoi en Afrique, on raconte que ces animaux-là sont les plus intelligents. Le lièvre, le chacal, la tortue et le renard. Rassurez-vous, tous les animaux eurent de l'intelligence ce jour-là, mais pas autant que ces quatre-là. Alors, attends, je sais que normalement c'est à toi, mais en fait, comme je me sens très passionnée, je me disais que je pouvais peut-être leur raconter l'histoire de la petite tortue. Mais si, tu sais l'histoire, mais si, quand elle est avec les éléphants et tout, je suis sûre que ça va être passionné. Si, ouais, allez, c'est bon, je me raconte. Donc, la petite tortue, très intelligente, qui avait pris combien de poignées d'intelligence? Deux. Toi aussi, tu en as mangé de l'intelligence. Et donc, mais je pense que vous en avez tous mangé, là. Je sens ça en vous. Et donc, cette petite tortue, qui avait pris donc deux poignées d'intelligence, eh bien, il paraît qu'un jour, dans la savane, elle discutait avec un énorme éléphant. Et elle lui dit à peu près ceci. Alors toi l'éléphant, tu es toujours en train de te vanter de ta force, mais en réalité, je suis persuadée que je suis plus forte que toi. Alors là, l'éléphant se met à rire. Toi, petite, ridicule, minuscule, insignifiante petite tortue, alors toi, tu serais plus forte que moi? Et comment peux-tu le prouver? Eh bien, c'est très simple. Demain, nous ferons une lutte à la corde et nous verrons bien qui de nous deux est le plus fort. Puis la petite tortue, toujours aussi maligne, va trouver cette fois-ci un peu plus loin un énorme rhinocéros. Alors lui, par chance, il a eu le fond du sac. Vraiment la petite clichette là. Hop là. Et donc, la petite tortue dit au rhinocéros exactement la même chose que ce qu'elle a dit à l'éléphant. Alors toi, rhinocéros, tu es toujours en train de te vanter de ta force, mais en réalité, je suis persuadée que je suis plus forte que toi. Alors là, le rhinocéros se met à rire. Toi, petite, ridicule, minuscule, insignifiante, petite tortue, alors toi, tu serais plus forte que moi, et comment peux-tu le prouver? Eh bien, c'est très simple, demain nous ferons une lutte à la corde, tous les deux, et nous verrons bien qui de nous deux est le plus fort. Puis la petite tortue rentre chez elle et revient le lendemain matin, comme elle l'avait promis, avec une très longue corde de liane. Puis elle va trouver l'énorme éléphant et elle lui dit à peu près ceci. Prends l'extrémité de ma corde. Extrémité, ça va, tu suis, enfin le bout de ma corde, voilà. Et quand je vais crier tire, eh bien tu tireras. Puis la petite tortue prend l'autre bout de la corde et va cette fois-ci trouver l'énorme rhinocéros. Et elle lui dit exactement la même chose qu'à l'éléphant. Prends l'extrémité de ma corde. Ouais, le bout de ma corde. Voilà. Et quand je vais crier tire, eh bien tu tireras. Puis la petite tortue se recule et comme elle l'avait promis, lance le top départ de la course
de la lutte à la corde de liane. Tire! À ce moment-là, l'éléphant se met à tirer. Et le rhinocéros, de son côté, se met à tirer. Mais ce que ne savent pas ni l'éléphant ni le rhinocéros, c'est que la corde de liane qu'a ramenée la petite tortue est tellement longue qu'entre les deux pachydermes, eh bien, il y a des arbres et même des rivières, ce qui vient que ni l'un ni l'autre ne peuvent se voir. Alors, sans relâche, l'éléphant continue de tirer. Et le rhinocéros de tirer. Et tire. Toute la journée, sans que ni l'un ni l'autre ne bouge, ne serait-ce que d'un seul pas. À la tombée de la nuit, enfin la petite tortue se met à crier « Stop !» À ce moment-là, l'éléphant, éreinté, lâche l'extrémité de sa corde. Puis la petite tortue va le trouver et lui dit « Ah, laisse tomber, je t'avais bien dit que toi et moi nous étions de forces égales !» Puis la petite tortue, toujours aussi maligne, va retrouver cette fois-ci l'énorme rhinocéros et elle lui dit exactement la même chose qu'à l'éléphant. Hein? Laisse tomber, je t'avais bien dit que toi et moi nous étions de forces égales. À partir de ce jour, en Afrique, on raconte que la petite tortue a continué de jouer des tours à bien d'autres animaux. Il paraîtrait même que les petites tortues continuent d'en jouer. Mais surtout, ce qu'a compris la toute petite, minuscule, insignifiante petite tortue ce jour-là, c'est que sa vraie force à elle, c'était pas dans ses biscottos, mais bel et bien dans son intelligence. Oui. Un illustre personnage dont la réputation n'est plus à faire, connu par-delà les dunes de sable du Sahara, Nasreddin Hoxha, brillait tant par sa sagesse que par sa folie. Nasreddin Hoxha vivait avec sa femme et son fils. C'était un ado de 13 ans qui, comme tous les ados, se sentait mal dans sa peau et ne se trouvait pas beau, à tel point qu'il refusait de sortir de chez lui. Il disait: oh non mais Pimpin, on t'a vu ma touche, hein, ma coiffure, ma figure, mes chaussures, ah non, je peux pas sortir comme ça, tout le monde va se moquer de moi, non, c'est pour la honte. Jusqu'au jour où Nasreddin Hoxha en eut assez et dit à son fils: mon fils, demain tu viendras avec moi sur la place du marché. Et le lendemain matin, Nasreddin Hoxha et son fils quittèrent la maison assez tôt pour se rendre sur la place du marché. Ils partirent avec leur âne. Nasreddin Hoxha s'installa confortablement sur le dos de son âne et son fils marchait à côté. Et lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la place du village, il y avait des hommes et des femmes assis un peu partout, à bavarder et à discuter. Et à leur vue, ils lâchèrent la bride de leur langue. Ah, regarde-moi cet homme! Qu'est-ce que c'est ça? Il est tranquille installé sur le dos de son âne confortable alors son pauvre fils il marche à côté. Ah, il a déjà bien profité de la vie, hein. C'est pas bien, ça se fait pas, hein. Nasreddin Hoxha dit alors à son fils: as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Et le lendemain matin, Nasreddin Hoxha et son fils prirent la route et ils firent exactement le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Nasreddin Hoxha marcha tranquillement à côté de l'âne pendant que son fils était installé confortablement sur le dos de l'âne. Ah ouais.
toute la Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place du village. Les hommes, en voyant ça, laissèrent éclater leur indignation. Aïe, aïe, regardez cet enfant, ils vont nous tuer la tempête. C'est n'importe quoi. À ces mots, Nasreddin Hodja dit à son fils: As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi sur la place du marché. Le 5e jour, Nasreddin Hodja et son fils prirent la route. Et cette fois, ils portaient l'âne sur leur dos. Et c'est épuisé qu'ils arrivèrent sur la place du village, chargés de ce lourd fardeau. Vous imaginez que les hommes ont lâché tout ce qu'ils avaient et se sont écriés: ah, regarde-moi ces deux débiles là! Aïe, aïe, aïe! Ils portent l'âne alors c'est la vie de les porter! Ah! À ces mots, Nasreddin Hodja dit à son fils: As-tu bien entendu? mon fils, quoi que tu fasses dans la vie, les gens y trouveront toujours à redire ou à critiquer. Ah, il faut pas écouter ce que les gens disent. Ah. Non, là, c'est ce que disent les gens. Alors, je vais vous demander aux enfants, vous êtes déjà baignés dans la mer? Oui. Vous êtes pas très loin, non? Là, Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mer? Qu'est-ce qu'elle a, la mer? des poissons. Elle est polluée. Elle est Sale. Elle est sale. Elle est salée. Elle est salée. Alors, on a dû vous donner des explications sur ce phénomène. Et en fait, moi, je vais vous donner la vraie raison. Et pour ça, il faut qu'on parte aussi très très loin dans un pays qu'on appelle la Chine. Et il y a très 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 longtemps en Chine vivaient deux frères. Alors il y avait le plus grand, Wang l'aîné, et son petit frère, Wang cadet. Les deux frères ne s'entendaient pas du tout. Le grand frère n'arrêtait pas d'embêter son petit frère, il lui prenait ses jouets, ils se battaient. Et les choses ne s'arrangèrent guère à la mort de leur père. Car à la mort de celui-ci, Wang l'aîné, le plus grand, prit tout l'héritage, il prit l'argent, il prit la maison, il prit les meubles, il prit les animaux, tout. Tant et si bien qu'il ne resta plus rien pour le pauvre Wang cadet. Alors un jour qu'il n'avait même pas de quoi manger, il alla voir son grand frère et lui dit: s'il te plaît, petit frère, est-ce que tu peux me donner un peu de riz? Mais Wang l'aîné était tellement avare, méchant, qu'il refusa de lui donner ne serait-ce qu'un peu de riz. Alors, déçu, Wang cadet se dit qu'il pourrait toujours aller à la pêche, ramasser quelques poissons. Alors il prit une barque, il jeta son filet, il se mit à attendre. Mais malheureusement, la chance n'était pas avec lui, car lorsqu'il retira le filet, il n'avait rien, pas un petit poisson, pas une petite crevette, rien du tout à manger. Alors c'est le cœur lourd, les mains dans les poches, qu'il rentra chez lui. Quand tout à coup, en plein milieu de la route, il aperçut une meule. Une meule. Pousse-toi! Non mais c'est quoi ce bruit là? Ah bah ça c'est la meule. Non. Ah, déjà, ça n'existait pas à cette Mais époque. oh, allez. Non. Et il y a qu'ici qu'on dit la meule. On ne connaît pas ailleurs. C'est pas du tout ça. Dans cette histoire, c'est la meule. C'est une pierre ronde qui sert à écraser, à moudre. Ah, une meule. Oh. Donc, Wang cadet se dit que cela pourrait toujours lui servir. Alors, il prit la meule et il la ramena chez lui. Sur le pas de la porte de sa maison, la femme de Wang cadet lui dit: Bonjour, mon cadet. As-tu fait bonne pêche? As-tu pris beaucoup de poissons? Non, je n'ai pas pris de poisson, mais j'ai rapporté une meule. Mais enfin,
Wankadé, tu sais très bien que nous n'avons plus rien à moudre, nous n'avons même plus un seul grain de riz. Ah si, un. Alors, pris de colère et de dépit, Wankadé posa la meule par terre et donna un grand coup de pied dedans. Et à sa grande surprise, la meule se mit à tourner, et du sel en sortait, et la meule tournait de plus en plus vite, et de plus en plus de sel en sortait. Alors bien sûr, il était très heureux, parce que c'est très important le sel, mais il commençait à s'inquiéter, la meule tournait, et le tas de sel grossissait, alors il réfléchissait, il mesurait, il pensait, quand tout à coup, il eut l'idée de la retourner. Et la meule s'arrêta. Alors à partir de ce jour-là, Wankadé et sa femme furent très heureux. Ils devinrent très riches, car à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils retournaient la meule et donnaient un grand coup de pied dedans. La meule se mettait à tourner, du sel en sortait, et donc quand ils en avaient suffisamment, après ils la retournaient, s'arrêtaient, ils récupéraient le sel, ils allaient le vendre sur le marché ou le donner à des voisins en échange de quelque chose. Et ainsi, ils vécurent très heureux. Mais Wang l'aîné fut averti du nouveau bonheur de son frère et il fut envahi par la jalousie. Alors il alla voir son petit frère et lui dit: Wankadé, prête-moi ta meule. Alors, Wankadé aurait préféré garder la meule pour lui, mais malgré tout, il avait un profond respect pour son grand frère, alors il la lui donna. Et son grand frère était tellement pressé d'emporter la meule chez lui qu'il ne prit pas le temps d'écouter de quelle façon il fallait faire pour l'arrêter. Quand Wankadé voulut lui expliquer, celui-ci était déjà bien loin avec la meule sous le bras. Arrivé chez lui, Wang l'aîné posa la meule en plein milieu de sa maison qui était située tout en haut d'une falaise. Il donna un grand coup de pied dedans. La meule se mit à tourner. Du sel en sortait. Et la meule tournait de plus en plus vite, de plus en plus de sel en sortait. Le tas de sel grandissait, il allait atteindre bientôt le plafond, les murs de la maison allaient s'écrouler. Alors, pris de peur et de panique, il décida de faire sortir la meule de chez lui. Et la meule dévala la pente toujours en sortant du sel, et elle dévala la pente, elle dévala la pente, elle dévala la pente. Et elle finit sa course dans la mer. Et prout! Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dimanche, mais là, au niveau du son, aujourd'hui, c'est pas Eh ben, la meule qui tombe dans l'eau proute. Oui. C'est logique, les enfants proutent. Oui, bah, les enfants. Si. Un gros caillou qui tombe dans la mer, ça fait pas par À chaque fois, je presque. Alors, on va faire un truc. Vous allez faire le son. Hein, elles vont se mettre sur pause là 2 minutes. Prenez des notes pour la prochaine fois, d'accord? Et on va le refaire ensemble, d'accord? Alors, la meule dévala la pente, dévala la pente, dévala la pente, dévala la pente, et finit sa course dans la mer. Ah, ben oui. Ah oui. Oui. J'ai reçu des gouttes jusqu'ici. Alors, depuis ce temps, la meule continue de tourner dans la mer et du sel en sortir. Personne n'est venu la retourner. Voilà pourquoi l'eau de la mer est salée. De notre illustre personnage, Nasreddin Hoja. Je vous l'ai dit, il était connu tant pour sa sagesse que pour sa folie. Oh oui, Nasreddin Hoja était malicieux. Sa malice n'avait pas de limite. Il était capable du meilleur comme du pire. Et ce jour-là, Nasreddin Hoja s'était mis en tête de préparer un bon couscous pour toute sa famille. Malheureusement, il avait dans sa cuisine
Dinoja. Ah, comment que ça va bien? Ah, je viens te voir car j'ai besoin que tu me prêtes ta belle marmite pour faire un bon couscous pour toute la famille. Le voisin, qui connaît très bien Nasreddin et toutes ses roublardises, reste sur la réserve. Il n'accepte pas tout de suite. Ma marmite? Ah, c'est celle de ma grand-mère. Elle est dans la famille depuis des siècles, je te la prête pas, tu vas l'abîmer, je te fais pas confiance. Nasreddin Hoxha insiste. Vas-y, mon cher, allez, mon voisin, tu vas voir. Qu'elle t'inquiète pas, tu me la prêtes, je te la rends demain, promis, s'en fout, elle va être nickel, je vais la faire briller. Elle n'aura jamais autant brillé quand tu arriveras même plus à la regarder, elle va t'aveugler, elle va être belle. Tu vas leur faire ma confiance. Avec moi, t'es sûr que tu la récupères, elle sera bien mieux qu'avant. Il insiste tellement que le voisin finit par céder. Mais il lui prête une marmite un peu moins belle que celle de sa grand-mère. Une moyenne marmite. Prends! Nasreddin Hoxha, après avoir promis de lui ramener dès le lendemain, s'en retourne chez lui pour préparer un bon couscous. Ah, vous suivez. Et le lendemain, comme promis, il est devant la porte de son voisin pour la lui rendre. Mon cher voisin, c'est encore Nasreddin Hoxha, j'ai été ramener ta belle marmite, comme promis, tiens. Le voisin récupère sa marmite et... surprise! À l'intérieur de sa marmite, il découvre une petite marmite, comme un bébé marmite. Nasreddin Hoxha veut lui expliquer. Ah, mon cher voisin, figure-toi que dans la nuit, s'est passé un truc complètement incroyable. J'étais là tranquille, j'entends du bruit, je reviens et dans ta marmite, qu'est-ce que je vois? Une petite marmite. Ta marmite, elle a accouché, hein. Alors moi, je suis quelqu'un de très honnête. Je te rends la mère et la fille. Le voisin, peu surpris de la bêtise de Nasreddin, accepte volontiers. Il y gagne une marmite de plus. C'est toujours bon à prendre. Et il s'en retourne chez lui. Nasreddin Hoxha passe la semaine et se dit tiens, et si je refaisais un bon couscous pour toute ma famille ce week-end? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir son voisin. Mon cher voisin, c'est encore moi, j'ai encore besoin de la marmite pour faire un bon couscous. D'après vous, qu'est-ce que va dire le voisin? Il lui prête ou il lui prête pas? Non. Il prête pas. Le voisin répond. Ah, ma marmite, tu veux ma marmite? Tu veux celle de ma grand-mère, la belle, la grosse, celle qui brille bien? Ah, allez, vas-y, je te la prête, je t'ai fait confiance, tu es quelqu'un d'honnête, hein? Et il lui prête sa belle marmite. Oui, Nasreddin saisit la grosse marmite de la grand-mère et s'en retourne chez lui en promettant qu'il la ramènera le lendemain, bien sûr. Le lendemain matin, pas de Nasreddin à la porte du voisin. Le deuxième jour, toujours pas de Nasreddin. Le troisième jour, personne à l'horizon. Le quatrième jour, personne non plus. Le cinquième jour, personne de chez personne. Le sixième jour, le néant, le désert absolu. Le septième jour, le voisin il s'était bien tapé à la porte de Nasreddin. Nasreddin, rends-moi ma grosse marmite. Ça fait une semaine que je te la prête. Où est-ce qu'elle est? Et là, Nasreddin est obligé de lui avouer quelque chose. Oh, mon cher voisin, je suis dans la... Oh, c'est terrible, dans la tourmente, je ne sais pas comment te dire. Ça fait une semaine, figure-toi, j'en fais des cauchemars, les jours comme la nuit. Eh oui, hein. Je ne sais pas comment t'annoncer, il s'est passé un truc terrible. Tu vois, la semaine dernière, comme ça par accident dans la nuit, ta marmite, elle est morte. Ah! Ah non, madame Marie! Non! Non, pourquoi? Non, madame Marie! Eh oh, ça va, c'est une marmite. On va pas en faire tout un fromage. C'est vrai. On est presque assez émotifs. Oui, il faut faire une marmite. Prise dans l'histoire. Oui. Je peux? Oui. Et le voisin de répondre. Ma marmite morte! Où tu te moques de moi, Nasreddin? Il est furieux, le voisin. Et Nasreddin de lui expliquer très calmement. Oh, mais mon cher, tout ce qui naît et vit sur terre meurt un jour ou l'autre, tout le monde sait ça, hein? Alors c'est la semaine dernière tu as accepté que ta marmite, elle puisse accoucher d'une petite fille. Il faut bien accepter qu'elle puisse mourir cette semaine. Et c'est ainsi que ce roublard de Nasreddin a échangé
sont pas toutes les normes olympiques, ne va pas me comprendre. Ça ne concerne pas un pays, ni deux, ni trois pays. Oui. Mais si, bon, on va se départager grâce à un combat de l'épée. Mieux. Jamais. Non, non, mieux. On va faire un chou-fleur. 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 Oh mais yes, j'adore, c'est là les conifères, toujours verts, en été, l'hiver, c'est ça. Oui, Alors, et oui, parce que je vous ai expliqué pourquoi l'eau de la mer était salée. Moi, j'aime bien expliquer les choses de la nature. Alors, vous avez dû remarquer que l'hiver, eh bien, il y a des arbres, ils n'ont plus du tout de feuilles. Ils sont tout nus. Puis il y en a, ben, ils sont verts, comme les sapins. C'est pour ça qu'on les décorche, d'ailleurs, à Noël. Alors, ben, je vais vous expliquer pourquoi ce qu'on appelle les conifères, c'est-à-dire tous les arbres qui sont dans cette catégorie, restent verts l'hiver. Et pour ça, on va partir au Canada. Alors, c'est un peu plus au nord. Alors, notre map monde, un peu comme notre terre, elle est un petit peu fatiguée. Donc, voilà, vous voyez, c'est ici, au nord des États-Unis, où il fait quand même beaucoup plus froid. Il fait même très froid l'hiver. Il peut faire très chaud l'été. Et dans ce nord du Canada, il y a surtout beaucoup de grandes forêts. Et qu'est-ce qu'il y a dans les grandes forêts? Des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Hein. Et s'ils restent l'hiver, eh bien là-bas, ils risquent de mourir de froid. Alors ce qu'ils font, c'est que l'automne, ils partent tous. Exactement. Les oiseaux, les gens. Ils ont pris beaucoup de ça d'intelligence, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc, mon histoire est celle d'un petit merle. Vous savez, c'est un petit oiseau noir avec un petit bec orange qui chante très bien. Et ce petit merle, eh bien, il avait bien grandi, bien grossi tout l'été. Et il s'apprêtait, la veille du grand départ pour aller vers les pays plus chauds d'Afrique, il s'entraînait à voler. Il volait, s'entraînait avec toute sa famille, tous ses amis, quand tout à coup, il fut percuté par un héron. Un héron, un autre oiseau. Alors, il n'était pas mort, hein, mais lorsqu'il se releva, eh bien, le pauvre petit merle avait son aile qui pendait bizarrement et qui lui faisait très mal. Alors, un vieux merle s'approcha de lui et lui dit « Mais tu t'es cassé ton aile. Tu ne pourras pas partir avec nous faire le grand voyage. Nous allons voler au-dessus de grandes mers pendant des kilomètres et des kilomètres. Tu risques de te fatiguer, de tomber, de te noyer. Il faut que tu restes là, que tu trouves un arbre où faire ton abri pour l'hiver. Et au printemps, nous reviendrons te chercher. » Le pauvre petit merle était bien sûr désespéré à l'idée de rester tout seul, mais il n'avait pas le choix et personne n'avait envie qu'il risque sa vie. Alors, c'est les plumes tristes qu'il regarda le lendemain, toute sa famille, ses amis, quitter cette terre-là pour aller vers des horizons plus chauds. Il les regarda jusqu'à ce qu'il ne distingue qu'un petit point noir dans le ciel. Et puis, il prit son courage à deux pattes et il se mit en route dans la grande forêt pour trouver un arbre qui pourrait l'abriter pour l'hiver. Et assez rapidement, il rencontra un chêne. Un magnifique chêne, bien robuste, bien costaud. Bon, attention, celui-ci pourrait l'aider. Alors le jeune merle s'adressa au chêne. Bonjour monsieur le chêne, voilà, je suis un jeune merle, je me suis cassé mon aile et je n'ai pas pu partir avec le reste de ma famille et mes amis pour le grand voyage vers des pays plus chauds. Alors je cherche un arbre pour faire mon nid pour l'hiver. Me permettez-vous de m'installer sur l'une de vos branches? Non, 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 non et non. Complètement. Le chêne regarda le merle d'un air furieux et lui dit « non, mais il n'en est pas question, hein? Qui me dit que tu ne mangeras pas tous mes glands quand tu auras faim et que je deviendrai
Un chêne sanglant dont tous les autres arbres se moqueront. Ah, non, il n'en est pas question, va chercher un autre abri ailleurs. Alors, le jeune maire était bien sûr déçu par cette première rencontre, mais bon, il ne perdit pas courage et il continua sa route. Et au détour d'un talus, il aperçut un bouleau magnifique avec un tronc fin, élégant. Oh, il était sûr que le bouleau allait pouvoir l'aider, alors le jeune maire s'adressa au bouleau. Bonjour monsieur le bouleau, voilà, je suis un jeune maire, je me suis cassé mon aile et je n'ai pu partir vers des pays plus chauds avec le reste de ma famille et mes amis. Alors, je cherche un arbre qui pourrait m'accueillir pour l'hiver. Ce sera que pour l'hiver, hein. Au printemps, je partirai. Me permettez-vous de m'installer sur l'une de vos branches, s'il vous plaît? Non, 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 non et non. Alors, le bouleau fronça les sourcils et dit « Ah, non mais il n'en est pas question. M'occuper de mes branches me demande déjà suffisamment de travail. Je ne peux en sacrifier aucune pour toi, alors va chercher un autre abri ailleurs. » Alors, le maire commençait à avoir du mal à marcher. Tant déjà le poids de son chagrin était lourd à porter, que son aile lui faisait mal, mais tant bien que mal, il continua sa route. Et un petit peu plus loin, il aperçut un saule, un magnifique saule, avec des branches très flexibles. Il était touffu, il était magnifique. À coup sûr, celui-ci pourrait l'accueillir. Alors, le maire s'adressa au saule. Bonjour monsieur le saule, voilà, je suis un jeune maire, je me suis cassé mon aile et je n'ai pu partir avec le reste de ma famille, mes amis, vers des pays plus chauds pour y passer l'hiver. Là, je cherche un arbre pour faire mon nid pour l'hiver, mais ce sera que pour l'hiver. Hein. Au printemps, je partirai, je vous assure. Me permettez-vous de m'installer sur une de vos branches, s'il vous plaît? Non, 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 non et non. Alors, le saule regarda le jeune maire et lui dit je te connais pas. Je te connais pas, toi, non? Hein, je suis désolée, hein. Non, je peux rien pour toi. Hein. Qui me dit que tu ne feras pas des petits trous derrière mon dos sur mes branches où tu ne mangeras pas de fruits. Non, je suis désolée. Hein. Mais trouve un arbre qui accueille des oiseaux étrangers, moi je peux rien pour toi. Hein. Alors, on va chercher un autre arbre ailleurs. Le jeune maire était bien décidé à ne plus demander d'aide. Car en plus, à chaque fois qu'il s'approchait d'un arbre, ceux-ci tournaient la tête, car ils avaient tous eu vent de son histoire, parce que le chêne avait été la raconter à toute la forêt. Mais malgré tout, il ne devait pas rester sur place. Il était très courageux, le petit maire. Il marcha 6 jours avec Sophia, 6 jours et 6 nuits. Et au matin du 7e jour, en plein milieu d'une clairière, un endroit où il n'y a pratiquement plus d'arbres, bien au plein milieu, il y avait effectivement quand même 3 arbres qui étaient côte à côte. Il y avait un pin, un sapin et un genevrier. Alors le maire, tant bien que mal, à bout de fatigue et de force, arriva au pied du pin, et cette fois-ci, ce fut le pin qui lui parla en premier. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Mais si tu restes ici, t'es pas déjà parti, hein? Tu vas mourir de froid si tu restes dans cette forêt là l'hiver. » Alors le jeune maire lui dit « Ben oui, je sais bien. Mais ça fait une semaine que je cherche un arbre pour faire mon nid et personne ne veut de moi dans cette forêt. » Alors le pin regarda ses 2 amis, ils se firent un clin d'œil, et le pin dit au maire « Fais ton nid sur une de mes branches. Elles sont suffisamment solides pour affronter tous les dangers. » Le sapin qui était juste à côté dit « Fais ton nid sur la branche du pin, mais bien collé à une de mes branches touffues, pour te protéger du vent du nord. » Et le genevrier, vous savez, ce sont des petits arbustes avec des petites boules, des petites baies noires. Le genevrier dit « Oh ben,
Tu pourras manger de mes baies autant que tu voudras, j'en ai suffisamment pour tout l'hiver. » Alors le petit merle fit son nid sur une des branches du pin, bien collé à une branche touffue du sapin. Il se régala tous les jours des baies du jardin. Et pour remercier ses nouveaux amis, il leur offrit tous les matins son plus beau chant. Le vent s'attaqua d'abord au chêne, qui malgré sa résistance, vit ses feuilles tournoyer une par une jusqu'à former un tapis au sol. Ensuite, le vent s'attaqua au... C'était quoi le deuxième arbre? Au bouleau, qui malgré lui aussi toute sa résistance, se retrouva nu comme un vermisseau en moins de 2 minutes. Ensuite, le vent s'attaqua au saule. Malgré les branches flexibles, lui aussi, vit ses feuilles tomber une à une sur le sol et se retrouver sans rien. Alors le vent s'approchait des conifères, des 3 arbres. Il dit: tiens, 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 il me reste encore quelques petits arbres verts. Stop! C'était le roi Hiver qui passait par là, avec des stalactites qui lui tombaient des mains. Alors, il s'en servait pour se recoiffer un petit peu. Il s'adressa au vent et dit: laisse-les tranquilles. Les autres, je n'ai pas pitié. Mais eux sont venus en aide auprès d'un jeune merle qui cherchait de l'aide. Comme récompense, ils pourront rester verts aussi bien l'été que l'hiver. Alors le vent s'approcha encore un petit peu plus des conifères, il écarta la branche du sapin et il y vit le petit merle bien au chaud dans son nid. Il fut ému et dit: vous avez raison, je vais les laisser tranquilles. Et c'est depuis ce temps-là, effectivement, que les conifères, les pins, les sapins, les genevriers restent verts aussi bien l'été que l'hiver et qu'on s'en sert, entre autres, le sapin pour le décorer à Noël. Alors, petit conseil, cet hiver, quand vous irez vous promener non loin de là, puisque vous en avez pas très loin, mais surtout il fait très froid si vous montez au ski, faites attention quand vous allez soulever la branche d'un de ces arbres. Car il est possible qu'il y ait un petit oiseau qui ait fait son nid pour l'hiver. Alors pour cette dernière histoire que l'on va vous raconter, eh bien elle ne concerne pas un pays ou 2 pays, elle concerne les enfants du monde entier. Et figurez-vous qu'il y a fort longtemps, eh bien le ciel, tel qu'on le connaît, eh bien donc, je vous disais qu'à cette époque-là, il y a donc très longtemps, eh bien figurez-vous que le ciel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien à cette époque-là, le ciel était beaucoup trop bas. Le ciel était tellement bas à cette époque que par exemple, eh bien les arbres n'avaient pas la place de pousser. Les oiseaux ne pouvaient pas voler sans se taper la tête contre les branches des arbres ou contre le ciel. Quant aux adultes, le ciel était tellement bas qu'ils étaient obligés de marcher penchés
en regardant leurs pieds sans savoir où ils vont. Il n'y avait que les enfants, exactement comme vous, qui pouvaient aller et venir à leur aise. Et les enfants savaient qu'à leur tour, un jour, ils deviendraient grands, et comme leurs parents, eux aussi seraient obligés de marcher penchés en regardant leurs pieds sans savoir où ils vont. À moins que quelque chose ne se passe. Eh bien, un soir, tous les enfants de la planète se réunissent et décident de trouver une solution. Ah, c'est possible, faut venir, faut qu'on trouve une solution. Là, je suis là. Peut-être on peut faire... Attends. Pas mal. Et les enfants, à eux tous, décident de soulever le ciel. Alors ce soir-là, eh bien, les enfants se mettent en quête de très grands poteaux. Et ils en trouvent. Et ce soir-là, eh bien, tous les enfants de la planète, tous ensemble, se sont mis à compter. Et évidemment, vous pouvez nous aider. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Mais le ciel, ce soir-là, est resté exactement à la même place, toujours beaucoup trop bas. Mais les enfants, eh bien, le lendemain soir, reviennent encore un peu plus nombreux, et cette fois-ci, avec des poteaux encore plus longs. Évidemment, les adultes qui sont à côté, qui voient les enfants faire, se moquent des enfants. Mais les enfants, eux, n'en ont que faire. Et ce soir-là, ils se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Mais le ciel est resté exactement à la même place. Les arbres n'avaient toujours pas la place de pousser. Les oiseaux ne pouvaient toujours pas voler librement sans se taper la tête contre les branches des arbres ou contre le ciel. Quant aux adultes, ils étaient toujours obligés de marcher penchés en regardant leurs pieds sans savoir où ils vont. Attention, voilà, décalez-vous. Alors, eh bien, le lendemain soir, les enfants qui sont courageux et persévérants reviennent encore plus nombreux, avec des poteaux encore plus longs, plus grands. Et ce soir-là, les enfants se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Mais le ciel était toujours exactement à la même place, toujours beaucoup trop bas. Alors le lendemain soir, cette fois-ci, les enfants reviennent encore plus nombreux. Plus personne n'est dans son lit. Et ils viennent cette fois-ci avec les poteaux les plus longs qu'ils aient pu trouver. Ils ne trouveront pas plus longs. Les poteaux que prennent les enfants sont tellement longs que les enfants sont parfois 100, parfois 1000 sur un seul poteau. Et ce soir-là, tous les enfants de la terre se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Allez, tous ensemble. Et ce soir-là, enfin, le ciel s'est soulevé. Et grâce à vous, les enfants, depuis ce soir-là, enfin, le ciel est à sa place. Les arbres ont eu la place de pousser. Les oiseaux ont pu voler dans le ciel sans se taper la tête contre les branches des arbres ou contre le ciel.
Quant aux adultes, ils ont enfin pu se tenir aussi droit que leur corps le leur demandait en regardant le ciel. Mais le plus merveilleux dans cette histoire, c'est que le lendemain, lorsque la nuit est tombée, eh bien pour la première fois, les gens ont vu le ciel briller, scintiller de mille feux. Car sans le faire exprès, les enfants, avec leurs poteaux, avaient fait plein de petits trous dans le ciel. Et à l'intérieur des petits trous, vous savez ce qu'il y avait? L'espace. Des étoiles. Alors les enfants et les parents, la prochaine fois que vous regarderez le spectacle magnifique d'un ciel étoilé, déjà vous saurez que c'est grâce à vous les enfants que le ciel est à sa place. Et puis peut-être que vous repenserez à ce spectacle d'histoire et vous vous direz sûrement qu'elles étaient vraies, nos histoires. C'est que le principe des histoires, eh bien, à un moment donné, l'histoire, elle s'est vraiment passée. Quelqu'un l'a raconté, qui a fait qu'aujourd'hui, on est venu vous les raconter. Alors, avec vos phrases, vos mots à vous, allez raconter les histoires que vous avez entendues aujourd'hui, puisque peut-être que quand vous serez grand, grâce au fait que vous les ayez racontées, eh bien, il y a d'autres enfants qui pourront entendre les mêmes histoires que vous avez entendues aujourd'hui. Alors, allez-y. Émilie et Isabelle. Nous sommes donc, je voulais remercier énormément le Festival du livre de la jeunesse, la mairie de Villeneuve-Loubet, voilà, qui nous a fait leur prix pour nous offrir ce spectacle. Nous sommes la compagnie Alcantara, compagnie professionnelle sur Nice, si vous voulez bien sûr. Notre actualité, nous sommes sur pratiquement tous les réseaux sociaux bienveillants. Merci beaucoup.